Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose les questions du concours Kangourou, sujet 2019, on est ici dans le sujet S, et on va faire les questions 9 à 14. Question 9, une pyramide à 23 faces triangulaires, combien a-t-elle d'arêtes? Alors qu'est-ce qu'une pyramide avec des faces triangulaires? D'abord une pyramide, il vous faut un polygone sur le sol ici, donc je vais faire un polygone, alors je ne vais pas mettre 23 à côté, ça serait trop long. Je vais faire un polygone ici avec 6 côtés. Une pyramide, donc vous placez un sommet en haut et vous allez relier ce sommet à tous les sommets du polygone que vous allez tracer en bas. Vous formez, vous voyez, plein de triangles. Donc ça, c'est les faces de devant, voilà. Donc vous voyez qu'on a plein de triangles. Ici, on avait un hexagone, on a donc 6 faces triangulaires et notre polygone qui était sur le sol, d'accord? Donc comment est-ce qu'on peut compter? D'abord, on regarde ici combien d'arêtes proviennent du sommet. On a 23 faces, nous, triangulaires. Donc, ça veut dire qu'on a 23 arêtes qui viennent, enfin, ou qui passent. Voilà. Et ensuite, il faudra compter les arêtes qui forment la base. Sur la base, on a, nous, comme on a 23 faces triangulaires, on a donc un polygone à 23 côtés. Donc, on a 23 arêtes qui forment la base. Conséquence, 23 plus 23, on a donc 46 arêtes. Oui, c'est très simple. 10e question. L'an dernier, il y avait entre 31 et 37 adhérents dans un club. Cette année, l'effectif a augmenté de 20%. Exactement. Alors, c'est le exactement qui est important ici parce que ça veut dire qu'en calculant 20% de notre nombre d'adhérents, ça tombait juste. Or, 20%, c'est égal donc à 20 sur 100, c'est donc 1 sur 5. Ça veut dire que vous avez rajouté un adhérent sur 5. Donc, ça veut dire que notre nombre d'adhérents, donc n, est divisible par 5. Or, entre 31 et 37, il n'y a qu'un seul nombre divisé par 5. C'est 35. Donc n égale 35 au départ. On va rajouter 20%. Donc, pour rajouter 20%, on calcule donc 20% de 35, ce qui donne donc 35 par 5, c'est-à-dire 7. Et donc, nombre final, 35 plus 7, c'est-à-dire 42. C'est la réponse D. Question 11. Valentin a inventé une nouvelle opération qu'il a notée arrobase. Elle est définie par, alors ici on va noter x arrobase y égale y moins x. Bon, c'est juste la soustraction du deuxième par le premier. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous donne une égalité. Quelle phrase est vraie? Alors déjà, on nous dit que a arrobase b arrobase c, c'est égal à une autre opération. Alors on va calculer les deux. Ouais. On va regarder. Alors d'abord, on a une arrobase ici. On va commencer par la première. Donc ça veut dire qu'on aura C moins A arrobase B. Donc on calcule ensuite A arrobase B qui donne B moins A. Donc ça fait C moins B plus A. Je calcule la deuxième, A arrobase B arrobase C, ce qui me donne donc B arrobase C. J'applique vraiment la formule, hein, la différence entre le deuxième et le premier. Moins A. Je calcule B arrobase C, ce qui me donne C moins B moins A, je développe, ça fait C moins B moins A. Et on me dit que ces deux choses-là sont égales. Donc C moins B plus A doit être égal à C moins B moins A. On transforme, les C et le B s'annulent, il me reste A égale moins A. Un nombre égal à son opposé, hein, c'est donc A égale 0. Sinon on met tout à gauche, ça fait 2A égale 0, et donc A égale 0. C'est la réponse, ici, grand A. Question 12. Alors on a 125 cm3 d'eau dans une boîte, hein, ici, et on va tourner la boîte, et à chaque fois on note la hauteur d'eau. Et on vous demande quel est le volume de la boîte. Alors tout d'abord, on va tout simplement donc donner des lettres, hein, donner des noms à nos longueurs de boîte. Donc la boîte, ici, dans ce sens-là, je
vais dire ici grand L, petit l et h. On se fiche un détail. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va me donner avec le premier? On a 2 cm d'eau ici. Donc ça veut dire que nos 120 cm3, si on calcule le volume avec la première boîte, c'est donc largeur, longueur, hauteur. Donc ici, 120 fera L fois 2, parce qu'on a 2 cm d'eau. Donc, première chose, L fois petit l fait 60. On fait pareil avec la deuxième boîte. On a le même volume d'eau. Par contre, ici, pour calculer, vous voyez, je vais faire sur le dessin. Là, j'avais L, petit l et H. Ici, en bas, j'ai donc, d'après mon dessin, alors L ici, H et grand L. Donc, quand je calcule, ça me donne LH fois 3. Donc ça veut dire que petit l fois h vaut 120 divisé par 3, 40. Je fais pareil avec la troisième figure. Ici, donc ça a été tourné. J'ai donc grand L et h en bas et petit l en haut. Ça veut dire que là, j'ai grand L fois h fois la hauteur d'eau qui est donc 5. Donc grand L fois h égale 120 divisé par 5 qui me fait 24. Voilà. Et donc, j'ai ce système ici à résoudre. Sachant que l'objectif, c'est de trouver le volume de la boîte, c'est-à-dire V qui vaut grand L fois petit l fois petit h. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, une astuce, après il faut avoir, c'est de tout multiplier par. Si vous multipliez tout, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ceci égale donc à 60 fois 40 fois 24. À gauche, j'ai donc L au carré, petit l au carré, h carré, c'est-à-dire le volume que je cherche au carré. Et ça sera égal à ce nombre-là. Donc ce nombre-là, je vais essayer de le mettre sous forme d'un carré. Alors vous voyez, j'ai 6 fois 10, plus 4 fois 10, plus 6 fois 4. Donc V carré vaudra 6 au carré, fois 4 au carré, fois 10 au carré. Donc V, ça fera 6 fois 4 fois 10. Vous voyez, ça fait donc 6 fois 4, 24, 240. On a trouvé, c'est la réponse ici, E. Donc, première méthode, vous voyez, c'est de faire le produit. Comment procéder autrement? On peut essayer par substitution. Donc, grand L, c'est 60 sur petit l avec la première ligne. Donc, dans la troisième, j'ai donc 60 sur petit l fois h qui vaut 24. Donc, ça veut dire que 60h égale 24 petit l. D'accord? Donc, h, c'est 24 sur 60 l. On peut simplifier par quoi? Par 4. Non, par 6 déjà, ça fait 4 sur 10, donc 2 sur 5. Ensuite, on met ça dans la deuxième ligne. L fois h, donc L fois 2 cinquièmes de L égale 40. Et on va trouver donc L carré qui vaut 200 sur 2 qui vaut 100. Donc L vaut 10. On vient de trouver la valeur de L. Une fois qu'on a petit l, on va trouver grand L. Donc grand L, ça fait 10 grand L égale 60. Petit l égale 6. Et ensuite, dans la troisième, ça veut dire que si dans la deuxième, h vaudra donc 4. Bilan, 4 fois 6, 24 fois 10, 240. Donc c'est bien la bonne réponse. 13. Combien existe-t-il d'entiers strictement positifs n dont le plus grand diviseur est n-6? Ça veut dire que n-6 donc divise n. Alors, tout d'abord, on sait que le diviseur, alors déjà en termes de taille, parce que c'est la taille qui va compter ici, il ne faut pas faire trop de tests, donc on va essayer de limiter la taille. Alors, n-6 divise n, ça veut dire que alors les diviseurs d'un nombre sont toujours inférieurs ou égaux à soit ce nombre, soit la moitié de ce nombre. Ça veut dire par exemple les diviseurs de 24, bon il y a 24, le suivant ça sera au maximum 12. D'accord? Si vous avez 25, il y a 25, le suivant ça sera la moitié, ça sera inférieur ou égal à 13, enfin même à 12. Donc ici ça veut dire que n-6 est inférieur ou égal à n sur 2. Donc en termes d'inégalité, ça veut dire que 2n-12 est plus petit que n. n est donc inférieur ou égal à 12. Ça c'est très très intéressant. Exemple, si vous aviez par exemple essayé n égale 25, donc je vous dis le diviseur, alors il y a 25, mais après
le suivant, ça sera forcément inférieur ou égal à 12. Donc ça ne peut pas être 25 moins 6. Donc déjà, on va tester maintenant, n inférieur ou égal à 12, ça ne fait pas beaucoup de tests, donc on va pouvoir le faire. Donc on va commencer, alors, si on prend strictement possible, donc si n égale 1, n moins 6, ça fait moins 5, 1 n'est pas divisible par 5. Donc ici, je vais faire une colonne n moins 6, donc, et on rayera à chaque fois. Non. 2 moins 6 moins 4, 1 moins 4 ne divise pas 2. 3 moins 6 moins 3 divise 3, donc 3 est bon. D'accord? On a bien 3 qui est divisible par moins 3. Mais le problème, c'est que moins 3 n'est pas son plus grand diviseur. Parce que son plus grand diviseur en excluant 3, c'est 1. D'accord? Donc c'est pareil, il faut quand même que je l'enlève. Alors 4 moins 6, ça fait moins 2. Alors, donc ici, 2 divise 4, donc ça serait pas moins 2. Moins 2 est plus petit que 2. On continue 5 moins 1. Alors de toute façon ici, il ne faut pas y avoir un négatif, vous avez bien compris. Parce que 1 est toujours plus grand que ce qu'on aura en négatif. Donc ici, 6. n-6 fera 0. 0 ne divise pas 6. On arrive à 7. 7 moins 6, ça fait 1. Ça, c'est pratique. 1, effectivement, c'est bien le plus grand diviseur, puisque 7 est premier, divisible par 7 et 1. Donc ça, c'est bon. On vient d'en trouver un. Ensuite, on arrive sur une série qui sera plus intéressante. Si on prend 8, 8 moins 6, ça fait 2. Ça ne va pas parce que, eh bien, le plus grand diviseur ici, ça sera 4. 8 est divisible par 4. Donc 8 ne marche pas non plus. 9 moins 6, ça fait 3. Ça, c'est pas mal du tout. 3 divise bien 9 et c'est le plus grand diviseur strict. C'est-à-dire qu'il n'est pas égal à 9. On a 10. 10 moins 6, ça fait 4. 4 ne divise pas 10. 11. 11 moins 6, ça fait 5. Ça ne marche pas. 12. 12 moins 6, ça fait 6. Ça marche très bien. Donc vous avez 1, 2, 3 possibilités. C'est donc la réponse. Ça, c'est pas ce genre de question très facile parce que d'abord, il faut avoir cette intuition de calibrer n, c'est-à-dire de voir à quoi il peut être, enfin, la valeur maximale de n. Ça, c'est intéressant parce qu'après, vous voyez, ça limite les recherches quand même grandement. Pour être un petit peu meilleur, j'aurais dû exclure dès le début les valeurs de n qui sont plus petites ou égales à 6, parce qu'on voyait bien que ce n'était pas possible d'avoir le plus grand diviseur négatif ou nul. Question 14. Une boîte contient 4 pièces d'argent, une pièce d'or. André et Claudie tirent chacun leur tour sans remise une pièce au hasard. Voilà. André commence. Quelle est la probabilité que Claudie ait la pièce d'or après les 5? C'est-à-dire qu'elle a pioché donc la pièce d'or. Alors déjà les tirages possibles, vous avez, alors argent on va mener A et or ça sera O. Donc vous avez 4 pièces d'argent. Donc vous pouvez très bien piocher les 4 pièces d'argent puis la pièce d'or. Mais vous pouvez piocher aussi donc les 3 pièces d'argent, l'or en quatrième. Vous pouvez piocher l'or en troisième, l'or en deuxième ou l'or en premier. Il faut bien comprendre que ces 5 événements ici ont la même probabilité. Il n'y a pas de raison d'avoir plus de chances de tirer l'or en premier qu'en deuxième, en troisième, quatrième ou cinquième. Donc ici, ces 5 événements arrivent avec une même probabilité. Donc on va regarder parmi ces 5 événements équiprobables lesquels donnent la victoire, en tout cas la pièce d'or à Claudie. Alors Claudie, elle pioche quand? Donc André commence. Donc ici, André, c'est la première. Donc Claudie est en deuxième. André est en troisième. Claudie est en quatrième. André est en cinquième. Donc pour gagner, il faut que Claudie ait l'or en deuxième ou en quatrième. Donc il y a cet or ici qui nous intéresse et celui-là. Donc c'est assez simple quand on schématise comme ça. Vous avez donc 2 tirages équiparables sur 5. Donc ça sera 2 cinquièmes. C'est déjà terminé. C'est la réponse A. Alors après, on aurait pu faire un arbre. Ici, arbre, donc on met argent, or. Donc ici, vous avez argent, donc 3 chances, 4 chances sur 5, 1 sur 5. Alors c'est un peu plus long à faire comme ça, parce qu'une fois que vous avez argent, vous avez ici argent et or. Donc vous voyez ici, on a déjà pris un argent, donc 3 sur 4, une chance sur 4. Ici, argent et or. Par contre, on a pris l'or, donc ici, là, l'arbre est fini. Pour remarquer, ça va aller vite, parce qu'après, on a finalement que de l'argent. Donc là, c'est terminé. On va même pas faire les autres branches. Ici, on arrive sur de l'or, le reste forcément que des A. Donc ici, ça va être pareil. Donc on va continuer l'arbre. Ici, A. Vous avez donc 2 chances sur 3. Ensuite, ici, une chance sur 2. Et ensuite, vous aurez l'or.
Donc à chaque fois, en fait, vous voyez l'arbre ici, il y a une petite branche or ici, ici, qui arrête, en fait, qui stoppe l'arbre instantanément. Donc ici, on va mettre 1 sur 3 et là 1 sur 2. Et après, c'est terminé. Donc, les chemins qui mènent à la victoire, enfin à l'or pour Claudie, c'est donc l'or en deuxième, c'est donc ce chemin qui est ici, qui a une probabilité par produit de 4/5 fois 1/4, c'est-à-dire une chance sur 5. Et ensuite un deuxième chemin qui mène à l'or, donc en troisième. Donc ici, ce chemin-là, ici, ici, et donc on est ici, à cet endroit-là, on a l'or donc en quatrième position. Ici l'or en première position, deuxième, troisième position, quatrième position, et donc ici en cinquième position. Donc je calcule la probabilité de ce chemin bleu, 4/5 fois 3/4 fois 2/3 fois 1/2. On regarde, il y a beaucoup de choses qui s'annulent. Il me reste 1/5. Je fais la somme des deux chemins, 1/5 plus 1/5, et vous voyez qu'on obtient 2/5. Voilà, voilà. Pour ceux que ça intéresse, voici les deux prochains qu'on fera. Alors ça se complique là, 15 et 16, ça devient plus difficile et plus intéressant à expliquer. Donc à très bientôt pour ce concours Kangourou des maths 2019.